biodiversité et les limites du vivant. On est parti, let's go! Je vais vous parler aujourd'hui de l'exploration de la biodiversité et je vais me focaliser principalement sur la partie invisible du vivant, à savoir les micro-organismes et notamment des micro-organismes prokaryotes extrémophiles. Donc la vie, comme on la connaît sur Terre, a vu son apparition principalement grâce à la présence de l'eau, mais également cette vie est influencée par un certain nombre de paramètres, à savoir la température, le pH, la salinité, la présence de nutriments et des ressources énergétiques, ce qu'on appelle des accepteurs, des donneurs d'électrons. Et la vie, sous sa forme microbienne, a réussi à s'adapter et à coloniser la plupart des biotopes connus sur Terre, y compris les plus inaccessibles. Alors, je fais une petite pause, parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations qui sont données. Je pensais qu'il allait le dire, mais il ne l'a pas reprécisé. Mais c'est quand même important pour une petite remise en contexte. Il a présenté sur cette slide, mais sans trop la décrire, la disposition du vivant, quoi, en 3 grandes branches, 3 grandes catégories. D'une part, les bactéries, d'autre part, les eucaryotes, et encore en dernier, du coup, les archées. Bon, sachant que les eucaryotes, c'est ceux que nous, pour lesquels êtres humains sommes un peu le plus sensibles, parce que en fait, dans ces 3 branches, il n'y en a qu'une seule des branches qui constitue l'ensemble des organismes multicellulaires, ce sont les eucaryotes. Les eucaryotes contiennent, les eucaryotes ont aussi beaucoup d'unicellulaires, mais les eucaryotes, c'est la seule branche du vivant qui contient des organismes multicellulaires, dont forcément les êtres humains, Homo sapiens, mais tous les organismes multicellulaires que vous pouvez connaître. À côté, les bactéries et les archées sont du full monocellulaire, si je ne dis pas de bêtises. Et donc il a dit, on va se concentrer uniquement sur les bactéries, je crois, c'est ça, pour le coup, parce que vous allez voir que les environnements extrêmes, justement, sont tellement extrêmes que des organismes trop complexe, entre guillemets, j'aime pas employer le mot complexe, mais vous voyez ce que je veux dire, aurait probablement beaucoup trop de mal à vivre dans ce type d'environnement, qui sont plus adaptés à une vie plus simple, entre guillemets, qui a des capacités d'adaptation probablement plus efficaces ou plus rapides. Là, il a rappelé le fait qu'il y a un certain nombre de critères qui sont extrêmement importants pour que le vivant puisse apparaître et se développer et prospérer, entre guillemets. Il y a l'importance de l'eau, qu'on a déjà développé dans un exostream précédent. Donc là, je vous renvoie à ma chaîne YouTube de rediffusion, donc Tout ce qu'on prend replay sur YouTube, si vous voulez tout simplement explorer les raisons pour lesquelles l'eau est importante pour le vivant. Et il évoque aussi d'autres éléments qui sont pas moins importants pour que le vivant puisse prospérer, parce que l'eau ne suffit pas en soi. Il faut évidemment des conditions physico-chimiques, dont la température, la pression, évidemment des nutriments sous forme de matière, que ce soit de la matière organique, mais même de la matière minérale dans une certaine mesure. Il y a aussi les notions de pH, donc ça c'est l'acidité, il y reviendra probablement, à quel point le milieu est acide ou basique. Là il parle aussi de profondeur, porosité, carence nutritionnelle, énergétique, donc voilà, il y a quand même plusieurs aspects qui sont importants à prendre en compte dans un environnement pour mesurer, on va dire, le niveau d'habitabilité de cet environnement-là. La notion d'habitabilité, en fait, souvent, elle fait rêver un peu les gens en disant « Waouh, est-ce qu'on peut trouver de la vie sur tel ou tel corps ?» Tout ça, est-ce qu'il y a... sous prétexte qu'il y a de l'eau, ça veut dire qu'il y a de la vie. En fait, les gens, un des problèmes du grand public, enfin, c'est pas un problème du grand public, mais une des difficultés qu'a le grand public, et c'est normal parce qu'il n'est pas assez formé sur la question, c'est vraiment d'appréhender la notion d'habitabilité. Parce que souvent, elle est un peu simplifiée quand on l'explique au grand public, et à raison, parce qu'on ne peut pas tout expliquer non plus, mais souvent, on a tendance à faire des raccourcis, voilà, en se disant, quand il y a de l'eau sur un corps stellaire, un corps planétaire, pardon, on pourrait se dire, probablement il y a de la vie, alors qu'en fait, c'est une question très délicate, l'habitabilité, parce que même si on commence à avoir un certain nombre de critères pour lesquels on sait que ce sont
des critères qui sont nécessaires pour l'apparition et le développement du vivant, il y a aussi d'autres critères dont on sait moins si c'est important ou pas important. Tu vois. Typiquement, l'existence d'une lune qui orbite une planète. Est-ce que la lune, avec ses effets de marée, elle n'a pas un rôle nécessaire pour avoir justement des cycles d'apport de matière et au contraire de la matière qui va aussi s'en aller grâce à l'effet de marée. Bon, ça reste une question ouverte, tu vois, ça reste un débat assez ouvert dans la communauté à se dire, bon, est-ce qu'il faut absolument avoir un effet de marée sur une planète pour qu'il y ait de la vie qui apparaisse et qui se développe? Vous avez des critères comme ça, par exemple, qui font l'objet de débats au sein de la communauté, et d'autres critères pour lesquels on est sûr que c'est nécessaire. Typiquement, l'eau, on voit mal comment un corps peut se développer sans, quand je dis un corps, c'est un organisme vivant de manière générale, sans vraiment un solvant qui a tout ce que peut apporter l'eau en tant que solvant. Il y a plein de qualités comme ce qu'a l'eau, tu vois. Il y a des solvants qui peuvent couvrir un certain nombre de fonctions que l'eau couvre, mais pas tout, en général. Et en plus, l'eau, ça a le gros avantage d'être extrêmement abondant, donc forcément, c'est une molécule stable et abondante dans l'univers. Donc, par rapport aux autres, j'entends. Donc, c'est pour ça l'eau est un très, très bon indice, est un très, très bon candidat, enfin, est une notion pour laquelle, au moins, on connaît son caractère nécessaire pour l'apparition de la vie, tu vois. Mais c'est pas suffisant, évidemment. C'est pas suffisant d'avoir de l'eau pour que l'organisme se développe. Donc, voilà, parmi la liste des choses qui rendent un monde habitable, en fait, vous avez à la fois des critères pour lesquels, ouais, ça, il faut qu'on en ait, mais c'est pas suffisant. Et d'autres, on est en mode, bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une température comprise entre X degrés et Y degrés, tu vois? Est-ce que la vie peut pas se développer dans un environnement avec une pression un peu plus élevée que celle de la Terre, tu vois? Un peu plus élevée que 1 bar, quoi. Est-ce que la vie ne peut pas se développer dans une eau qui est un peu plus acide que celle des océans terrestres? Bon, tout ça, ça reste des questions relativement ouvertes, en fait. Mais ça dépend. Ça dépend quels critères. Donc c'est là où c'est subtil et c'est là où des fois les gens du grand public, c'est normal, hein, mais on ne se rend pas forcément compte de la complexité de la notion qu'il y a derrière l'habitabilité. L'eau à l'état liquide, parce que je vous ai parlé de l'eau, mais en fait c'est l'eau à l'état liquide qui est important. Hein. C'est l'eau en tant que molécule, mais aussi le fait qu'elle soit liquide, il y a les deux. Et l'eau n'est liquide que pour une température et une pression donnée, que pour une gamme de pression et une gamme de température. Et si vous n'êtes pas dans ces gammes-là, vous allez avoir soit de l'eau gazeuse, soit de l'eau sous forme de gaz, l'eau vapeur, soit de l'eau sous forme de glace. Et dans ces cas-là, là, on a tendance à penser que la vie aurait extrêmement du mal, voire impossible pour son développement. Donc, les environnements avec des températures trop élevées, par exemple, qui peuvent conduire à l'ébullition de l'eau et à fait qu'elle n'existe même plus sous forme liquide, mais full vapeur, à ce moment-là, on laisse tomber, quoi. Là, la température peut être rédhibitoire s'il fait trop chaud sur un corps et que la pression, justement, est pas assez... est pas assez élevé pour compenser justement et pour maintenir quand même liquide, parce que tu peux avoir un corps où il fait très chaud, mais si la pression est très élevée en même temps, ton eau elle va rester liquide quand même, donc ça peut compenser, tu vois. Mais pareil, à très haute température, au-delà de l'ébullition de l'eau, il peut y avoir aussi la dégradation de certaines molécules organiques qui sont nécessaires aux vivants. Donc s'il y a trop de chaleur, trop de température trop élevée, il y a aussi des molécules organiques qui pourront pas se stabiliser, qui pourront pas être là et donc pas aider, ne pas permettre à des structures organiques complexes d'émerger, tu vois. Donc c'est subtil, c'est complexe. Beaucoup de questions restent encore ouvertes pour comprendre un petit peu comment cette vie s'est développée, s'est diversifiée, s'est adaptée aux différents biotopes. Donc on se pose toujours la question, quelles sont les limites physico-chimiques de la vie sur Terre? Quelles sont les limites géographiques, notamment quand on s'intéresse à la profondeur? Quelle est la diversité phylogénétique et métabolique de cette diversité microbienne? Et quels sont en fait les mécanismes qui ont permis l'adaptation de ces micro-organismes aux différents environnements? Je mets pause parce que je reviens vite sur la slide, parce que c'est vraiment l'objet de la vidéo et du chapitre même en général qu'on va aborder. Bon, c'est en gros se poser des questions sur les limites du vivant, quoi. Quelles sont finalement les conditions un peu extrêmes vers lesquelles on peut tendre tout en garantissant une survie de l'organisme vivant. Et les conditions, c'est à la fois, comme je le répète, en termes de pression, température, composition chimique, nature du matériau,
Donc voilà, il y a pas mal de... La radiation aussi, on en a parlé. Ah mais ça se trouve, AW, c'est ça, c'est l'environnement radiatif peut-être, je sais pas. Après voilà, il a parlé des limites géographiques, mais c'est lié aux conditions finalement. Dimension verticale de la vie actuelle. Localisation de la frange biotique, zone où le vivant cède de la place à l'inerte. Oui voilà, est-ce qu'il y a un moment où le vivant ne peut plus vivre du tout et on est dans un environnement full inerte. Et après, voilà, dans ces environnements extrêmes, ce qui est intéressant, c'est pas seulement de dire bon, bah, il y a des organismes vivants, c'est cool. Là, ce n'est que le début. Quand vous avez prouvé qu'il y avait des organismes vivants dans un endroit extrême, c'est chouette, mais ce n'est que le début en fait d'une grande aventure. La suite de l'aventure, c'est quoi? C'est littéralement identifier ces organismes. Comment ils fonctionnent? Pourquoi? Parce qu'il faut réussir à disséquer ces organismes dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qu'il faut réussir à voir quels sont les mécanismes dans ces organismes-là qui leur permettent littéralement de survivre ou de s'adapter à l'environnement. Parce que nous, on n'est pas capable de faire ça. Nous, dans des environnements qui dépassent certaines températures, certaines pressions, notre organisme, il tient plus. Il est éclaté au sol. Pour vous en convaincre, il suffit de vous rappeler ce qui s'est passé au submersif, là, Titan, c'était ça le nom, là? Bon, bah, vous avez vu ce qui se passait quand on essayait de mettre des êtres humains en profondeur, quoi. À des pressions un peu plus élevées que d'habitude. Bon. L'intérêt d'étudier ces petits micro-organismes, c'est pas seulement de dire, bon, bah, ils existent dans ces environnements-là, mais comment ils fonctionnent? Comment ils ont fait? Quels outils, quels moyens ils ont développés pour pouvoir vivre dans ces environnements extrêmement complexes? Parce que ça va indirectement nous servir dans la recherche de formes de vie extraterrestres, en fait, ces conneries. Pourquoi? Parce que si on est capable de découvrir des organismes vivants qui résistent à des températures, des pressions extrêmes, etc., bah, qu'est-ce qui nous dit que... ça se trouve dans... Ça nous ouvre en fait la voie vers des formes de vie un peu différentes d'habitude, forcément, et qui peuvent se retrouver aussi dans des environnements qui, a priori, ne seraient pas terrestres, quoi. La vie sur Terre, on la voit souvent par une vision, je dirais, anthropocentrique, c'est-à-dire dans des gammes de température allant de 10 degrés à 40 degrés, par exemple. Au-delà, c'est trop chaud, en dessous, c'est trop froid. Des pH qui sont proches de la neutralité. Pression au bord de la mer, de l'atmosphère. Bien évidemment, la disponibilité en eau et également un niveau de rayonnement ionisant assez bas. Donc, ceci correspond en fait, d'après notre conception, notre vision, des conditions d'un environnement normal. Et c'est une vision anthropocentrique. Quand on regarde un petit peu les différents biotopes sur Terre, y compris les plus inhospitaliers, certes on ne voit pas de diversité visible, mais quand on regarde de près, on analyse un petit peu les échantillons issus de ces différents environnements, on se rend compte qu'il y a une diversité microbienne invisible assez intéressante. Si je cite par exemple des environnements comme les sources hydrothermales océaniques profondes, les bassins hypersalés profonds, des environnements inhospitaliers hostiles, en analysant des échantillons de ces environnements-là, on se rend compte qu'il y a une diversité inespérée de micro-organismes qui interagissent avec l'environnement. Ces environnements qui sont considérés comme... Donc je remets pause vite fait, mais ça va, c'est clair pour tout le monde. C'est juste, je m'assure que c'est OK. Hein. S'il y a vraiment des choses sur lesquelles il va trop vite ou qui vous paraissent incompréhensibles, n'hésitez vraiment pas à le dire. Pour rajouter une couche, même si je pense qu'il était déjà très clair, c'est que il ne faut pas se fier aux apparences et des environnements dans lesquels on a l'impression qu'il n'y a rien du tout, d'un point de vue macroscopique, c'est-à-dire qu'on ne voit pas d'organismes visuellement parlant avec nos yeux, on ne voit pas de trucs qui ont l'air de bouger. En fait, il faut bien se détromper puisque il y a en réalité, à l'échelle de l'infiniment petit, des colonies entières de micro-organismes de toutes sortes qui peuplent ces environnements extrêmes qu'il a cités, que ce soit les fonds sous-marins, planchers océaniques, tout ça, au niveau des fumeurs noirs, les cheminées hydrothermales, ou que ce soit des lacs hyper salés, hyper acides, le lac de Dalol, là, le désert de Dalol en Éthiopie en particulier. Je vais peut-être revenir dessus, j'avais une collègue qui avait bossé dessus, qui était intervenue sur ma chaîne Twitch justement.
Ces environnements qui sont considérés comme extrêmes suscitent beaucoup d'intérêt parce que les conditions qu'on retrouve en fait dans ces environnements-là sont un petit peu analogues à ce qu'on retrouve dans d'autres planètes, aux lunes par exemple du système solaire, en citant par exemple Mars qui suscite beaucoup d'intérêt, des lunes de Jupiter ou de Saturne, où des environnements extrêmes ont été détectés, et ce qui laisse penser que si la vie est possible ou existe dans des environnements extrêmes comme les sources hydrothermales par exemple, ou les bassins anoxiques hyper salés profonds, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une vie qui existe en fait dans des environnements analogues sur Mars, sur Encelade ou sur Europa. Je fais une petite pause. Il a employé le mot anoxique, hein, c'est anecdotique ce que je vais raconter, mais anoxique ça veut dire sans oxygène. Voilà, pour ceux qui se demandaient. Il a dit hypersalin, donc avec beaucoup de sel, hyperacide de haute acidité, et anoxique, donc sans oxygène. Il y en a aussi des environnements sur Terre qu'on appelle des environnements anoxiques où il n'y a pas d'oxygène, mais ce n'est pas des environnements dénués de vie, parce que vous avez des organismes vivants, des micro-organismes qui littéralement vivent justement, sont spécialistes de ces environnements-là. À partir de ces environnements extrêmes, il y a pas mal d'études de par le monde qui ont permis en fait d'explorer ces environnements, y compris les plus inaccessibles comme les environnements océaniques profonds. Et un certain nombre de micro-organismes ont été isolés, caractérisés, parmi lesquels on retrouve certains organismes polyextrémophiles qui sont capables de résister à des conditions de pH très 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 basses, qui peuvent avoisiner le zéro, voire en dessous de zéro. Certains sont capables de vivre dans des conditions de salinité saturante. On a isolé aussi des micro-organismes ou des bactéries et des archées qui sont capables de résister à des pressions qui dépassent pratiquement 1000 fois la pression atmosphérique. Je vais me focaliser sur un écosystème extrême assez intéressant et fascinant. Je parle ici des sources hydrothermales océaniques profondes. C'est des écosystèmes qui ont une histoire récente parce qu'ils n'ont que 40 ans. Depuis leur découverte en 1977 suite à une expédition américaine au large des Galapagos pour étudier le volcanisme actif et la tectonique des plaques. Ça a été leur surprise quand ils ont identifié des sources hydrothermales, et notamment les fumeurs noirs, où une vie luxuriante était possible, et alors que pendant des années, on pensait que dans l'océan profond, où règne l'obscurité, il n'y a pas de lumière, c'est-à-dire règne aussi l'oligotrophie dans certains endroits, et il était inimaginable de trouver de la vie. C'était en 1977, la découverte de ces écosystèmes a permis d'identifier des formes de vie inattendues, des vers géants, je dirais des crabes, des crevettes, dans des environnements où la température du fluide hydrothermal peut atteindre les 450 degrés. Et juste à proximité, on rencontre une diversité du vivant assez intéressante. Et la vie, en fait, loin de la photosynthèse, est basée dans ces écosystèmes sur ce qu'on appelle la chimiosynthèse bactérienne. Donc c'est le fluide qui contient beaucoup de matière réduite, sert de source de nutriments, de source d'énergie pour des bactéries qui sont capables de transformer ces matières minérales en matière organique, et ça crée en fait la chaîne alimentaire dans ces écosystèmes, permettant en fait à un certain nombre d'organismes eucaryotes de se maintenir ou de survivre en fait dans ces conditions extrêmes. Dans un fumeur noir, dans une source hydrothermale, le fluide, comme j'ai dit, il sort à 400-450 degrés. L'eau de mer, elle est à 2 degrés, donc il y a un gradient de température assez important, et sur ce gradient de température allant de 2 degrés jusqu'à 100, 120, 122 degrés, on a une diversité de vie, d'organismes visibles jusqu'à l'invisible, qui est assez intéressante et qui permet de maintenir ces écosystèmes fonctionnels et opérationnels. Ça alimente d'autres environnements dans les fonds marins. Je fais une pause parce que je crois qu'il switch après sur un autre environnement. C'était relativement technique, hein, l'explication. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. J'ai l'impression que les micro-organismes en fait, vont se servir de matière minérale à proximité, de carbone minéral en particulier, j'ai l'impression du CO2 probablement, ou d'une forme de carbone minéral en tout cas, de sorte à après transformer ce carbone en matière organique. Voilà, pour créer leur propre constituant. J'ai vu ça.
Parmi les organismes qu'on a pu isoler à partir de ces écosystèmes, notamment les sources hydrothermales, au laboratoire à Brest, nous avons isolé cette archée qui s'appelle Pyrococcus abyssi. Ça signifie en fait la boule de feu des abysses. Donc cette archée est capable en fait de se diviser normalement à des températures de 96 degrés. Donc vous savez, à 96-100 degrés, on met le doigt dans l'eau chaude, on se brûle. Là, ouais. Elle se porte très très bien, 96 degrés. En plus, elle se dévisse toutes les 25 minutes. Ouf, sur ça. ce modèle-là, après sa caractérisation, on s'intéresse principalement à comprendre qu'est-ce qui permet à cet organisme de maintenir son génome ou son patrimoine génétique. On sait que la haute température crée des mutations. Ça, c'est connu chez pas mal d'organismes terrestres. Et la température fait partie des paramètres physiques qui induisent en fait des mutations. Donc quand on a comparé cette archée qui pousse à 96 degrés avec une bactérie modèle comme Escherichia coli qui pousse à 37 degrés, on a été assez surpris de voir qu'il y a autant de mutations, au taux de mutation elle est similaire. Ce qui veut dire que cette archée qui pousse à 96 degrés possède en fait des mécanismes cellulaires et moléculaires lui permettant en fait de réparer les dégâts occasionnés par la haute température. Donc ces mécanismes ne sont pas entièrement connus, c'est ce qu'on essaie de comprendre sur le plan moléculaire pour savoir comment cette bactérie s'est adaptée en fait à ces conditions et comment elle maintient son génome dans ces conditions. Un autre exemple. Donc la réparation, en fait, elle subit autant de mutations que les bactéries communes, entre guillemets, qu'on voit dans la vie de tous les jours. Sauf que toutes ces mutations, elles finissent par être réparées ou traitées d'une certaine manière, de sorte à ne pas nuire à la survie de l'organisme. C'est quand même dingue, hein. C'est quand même fou. J'y pensais quand il le disait, mais en gros, c'est pas en faisant bouillir de l'eau que vous allez justement vous débarrasser de cet organisme-là. Bon, quoique, quand vous arrivez à 100 degrés et que l'eau bout, si vous vous débarrassez du solvant, normalement, le micro-organisme, il crève aussi. Mais bon, c'est marrant parce que souvent, ouais, on a tendance à penser qu'une bonne manière de décroupir l'eau, on va dire, de la rendre potable, c'est de faire bouillir l'eau. Alors, ce qui est vrai, mais imaginez si cet organisme-là, il abondait vraiment... même dans l'eau accessible, l'eau potable et compagnie. Bon, on la trouve pas dans notre eau potable, je pense, dans cet organisme, ou pas en grande quantité en tout cas. Bon, bah, on serait un peu mal, quoi, pour purifier l'eau, ce serait pas aussi simple. De micro-organismes hyperthermophiles, c'est Pyrolobus fumari, c'est le lobe de feu fumeur. Donc c'est l'organisme qui détient en fait le record du monde haute température. On dirait un nom d'un monstre de croissance dans un MMORPG, quoi. Et le maximum de température est à 113 degrés. Et il peut survivre en fait 1 heure en autoclave, sachant que l'autoclave, c'est le système qu'on utilise pour stériliser des outils, stériliser des aliments. Ah bah quand je vous parlais c'est un organisme qui peut résister à l'autoclavage. Donc on ne peut pas, s'il se trouve dans des solutions, dans du matériel, on ne peut pas le stériliser. Heureusement que c'est un organisme hyperthermophile, il n'est pas pathogène, donc pas de problème pour la santé humaine dans ces cas. Ah bon bah ça va, ok, on peut pas stériliser, on peut pas l'éliminer, mais bon, il est safe. Heureusement, t'imagines, si la bactose, elle était hyper dangereuse pour les humains, mais laisse tomber. On aurait notre candidat parfait pour faire une épidémie, en fait. En vrai, c'est ça, hein. Si vous voulez votre prochain Covid, là, votre prochaine épidémie mondiale, il faut aller chercher du côté des extrémophiles qui se transmettent super facilement et qui peuvent potentiellement être dangereux. Ou non, sinon, vous prenez un extrémophile comme lui, là, qui est inoffensif. Imaginez, on modifie génétiquement là, le lobe de feu fumeur, de le sorte à le rendre nocif. L'enfer. Le deuxième exemple en fait d'environnement extrême, c'est les bassins hyper salés. Au niveau de la mer Méditerranée, il y a pas mal de bassins hyper salés profonds qu'on retrouve jusqu'à 5000 mètres de profondeur. Ah ouais. Donc il existe plusieurs bassins. Certains sont qualifiés de bassins thalassiques, c'est-à-dire qui sont composés principalement de sodium, et d'autres qui sont qualifiés d'athalassiques. Ils sont composés principalement de magnésium. Donc si on compare en fait la concentration de ces bassins en sodium, elle est pratiquement 10 fois supérieure à celle de l'eau de mer. Et ce qu'on sait aussi sur les bassins athalassiques, c'est que le magnésium est un élément qui a un effet chaotropique et qui limite en fait la vie dans pas mal d'environnements. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser, mais c'est pas évident pour tout le monde, mais le sodium, c'est une formule chimique Na.
En fait, c'est le sodium, c'est un élément qui fait partie des sels, on va dire, puisque typiquement le chlorure de sodium, c'est le sel de table que vous consommez tous les jours. Donc mesurer le sodium, c'est indirectement mesurer, si vous voulez, le niveau de sel que vous avez. Enfin le niveau de sel de table. Enfin après les sels, il y en a de plein de familles chimiques différentes. Enfin c'est une famille très très large, la famille des sels. Et vous avez plein de substances qu'on appelle des sels et qui sont pas forcément le sel de table bien sûr. Et chaotropique, quoi? Un chaotrope ou agent chaotropique par anglicisme est une molécule qui détruit la structure spatiale tridimensionnelle des macromolécules biologiques telles que les protéines, les acides nucléiques, ADN et ARN, et les dénature. Bah oui, c'est ça, du coup. Une molécule chaotropique, ça va être une molécule qui va participer à la destruction de biomolécules particulièrement importantes pour le fonctionnement du vivant, donc participer à la mort de l'organisme, probablement. De ces écosystèmes après prélèvement nous a permis, après plusieurs années de culture, d'isoler certains micro-organismes, notamment des archées méthanogènes, capables en fait, d'utiliser ce qu'on appelle des molécules méthylotrophes et dégrader ces molécules pour produire en fait du méthane. On a montré que ces archées étaient capables de produire du méthane, y compris dans les conditions in situ, même à 5000 mètres de profondeur en mer Méditerranée, à température entre 13 et 16 degrés. Ces organismes-là ont un métabolisme fonctionnel à cette température. La pression, en fait, à 3000 mètres de profondeur est pratiquement à 300 bars ou 300 atmosphères. Et la salinité est assez élevée, ça peut atteindre la saturation. Donc, ces organismes étaient capables, en fait, de croître ou d'avoir un métabolisme actif à des températures basses, proches de celles de l'in situ, capables de se développer à des pressions qui sont proches des 300, 400 bars, ou 30 ou 40 mégapascales, et à des fortes salinités. L'autre grande surprise, c'est qu'ils étaient assez tolérants en fait, à des concentrations de magnésium qui peuvent atteindre, dans certains cas, 1,5 molaire de magnésium. Bon, je vous fais un petit résumé de cet organisme où il a fait la carte d'identité. Là, il a juste passé du temps à expliquer en quoi cet organisme incroyable là, qui vit dans les fonds des océans, dans les fonds, enfin dans le fond de la Méditerranée, dans des sortes de bassins hyper salins, donc il y a beaucoup de sel dissous. Donc le sel, c'est quoi? C'est du chlorure de sodium, mais pas seulement, il y a d'autres sels, il y a des sels de magnésium aussi, parce que le magnésium peut participer, est une espèce chimique qui peut aussi participer à l'existence du sel, au fait d'avoir un composé salé, quoi. On peut le dire, hein, le magnésium est un élément qui participe qui peut contribuer à la salinité du milieu. Et en plus de ça, il a dit que le magnésium était chaotrope, si je ne dis pas de bêtises, donc qui avait plutôt tendance à nuire aux organismes vivants quand il est en grande concentration, je vais y arriver. Et donc là, ce qui est fou, c'est que cet organisme, en fait, il est soumis à plein de conditions extrêmes, à la fois la pression très élevée des profondeurs, à la fois la très haute salinité, parce que vous avez beaucoup de sodium, et aussi la très haute toxicité en magnésium, donc, qui est, je le rappelle, chaotrope. Et malgré ces conditions extrêmes, en fait, ce fameux organisme qui est méthanogène, alors ça veut dire quoi? C'est une archée, enfin cette archée qui est méthanogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle tout simplement produit du méthane pendant son fonctionnement. Eh bien, elle arrive à survivre et visiblement être tranquille et croître dans ce milieu-là, quoi. C'est ouf. Conclure en fait sur cette présentation, ce que je peux dire via les deux exemples que j'ai cités, que l'exploration de la biodiversité, notamment cette biodiversité invisible sur Terre, est loin d'être terminée, qu'il y a pas mal de biotopes et des formes de vie qui sont à découvrir, notamment en ce qui concerne les bactéries ou les archées. Donc les frontières physico-chimiques et géographiques de la vie sur Terre ne sont pas encore connues. La majorité des découvertes à venir peuvent émaner en fait de la biosphère profonde et de subsurface, c'est-à-dire les fonds marins, la partie qui représente pratiquement plus de 60%
de la surface de la Terre. Les micro-organismes extrémophiles de l'océan profond constituent une ressource assez importante sur le plan génétique. Leur caractérisation, leur découverte vont permettre en fait de découvrir des nouvelles molécules qui peuvent avoir un intérêt dans plusieurs domaines, y compris le domaine médical ou le domaine biotechnologique par exemple. Ça va nous permettre aussi de comprendre comment ces micro-organismes se sont adaptés et résistent ou se maintiennent dans des conditions extrêmes. Et ça va nous permettre aussi de faire un parallèle ou un comparatif sur des biotopes similaires passés au présent, où des formes de vie, notamment prokaryotiques, peuvent exister au sein du système solaire, et notamment sur certaines planètes ou lunes, voire dans des exoplanètes. Let's go! Mesdames et messieurs, cette vidéo d'introduction est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Il a très bien résumé là, dans ce stade de conclusion les principaux points. Nous, ce qu'on va se contenter de résumer dans le cadre de l'exobiologie, qui, je rappelle, est la discipline qui s'intéresse à l'origine de la vie sur Terre et la possible existence de vie extraterrestre, c'est les aspects liés à l'exobio. Parce qu'en fait, ce qu'on vient de voir, c'est principalement le fruit d'études biologiques, on s'entend, et l'aspect exobiologique, il y est, mais un peu indirect. C'est-à-dire que ce qui est intéressant d'un point de vue exobiologique, avec ces études-là qui sont très centrées sur de la biologie avant tout, bien sûr, c'est de voir un peu les limites du vivant. Encore une fois, je le répète, mais c'est important de comprendre la stratégie, pour mieux l'appréhender après, éventuellement à l'extérieur de la Terre, parce que si on est à la recherche de formes de vie extraterrestres, c'est bien de savoir déjà sur Terre jusqu'où le vivant est capable d'aller en termes d'environnement extrême. Mais aussi, c'est vrai, on ne l'a pas trop évoqué, et là il l'a dit en conclusion, ça peut être aussi le reflet de ce qui s'est passé dans le passé. Donc ça peut aussi nous renseigner sur nos propres origines, les propres origines de la vie, quoi. Puisqu'on sait que l'environnement terrestre a évolué, De toute façon, ça on l'a vu dans les précédentes vidéos. Et donc, si on étudie aujourd'hui des organismes qui vivent dans des environnements extrêmes, quid de ces environnements dans le passé? Est-ce que ça ouvre du coup la possibilité que des formes de vie aient pu exister même dans des environnements très différents, des environnements terrestres, j'entends, très différents, qui pouvaient exister dans le passé, quoi. Donc c'est ça aussi, c'est un petit peu, pour la faire courte, étudier ce genre d'organisme, c'est un peu étudier finalement le vivant, non pas à l'échelle de la Terre, mais à l'échelle de l'univers. Tu vois, c'est vraiment l'étude du vivant avec un grand V, parce que c'est étudier ses limites et sa diversité dans les extrêmes, quoi. Donc c'est ça, c'est voir le vivant en grand, aussi bien dans l'espace, pour essayer de le chercher ailleurs, dans l'univers, mais aussi dans le temps, pour essayer de comprendre comment il est apparu sur Terre. Je vous propose pour cette deuxième partie d'émission de s'intéresser à des expériences particulières qui sont menées en orbite autour des organismes vivants. Alors là, vous vous demandez, mais comment ça se fait que dans l'espace, on puisse étudier des êtres vivants, des organismes? En fait, on les envoie depuis la Terre. C'est pas des organismes qu'on a trouvés dans l'espace et qu'on étudie dans l'espace, mais c'est plutôt des organismes terrestres dont on n'a pas demandé l'avis, mais qu'on a décidé d'envoyer dans l'espace pour pouvoir étudier l'impact de l'environnement interplanétaire, de l'environnement stellaire, sur ces pauvres petits organismes, quoi. Allez, c'est parti, une vidéo de une nouvelle conférencière dont on n'a pas eu encore l'occasion de voir les contributions. Dans cette vidéo, on va parler Adrienne de l'exobiologie en orbite. Exobiologie a pour objet l'étude de la vie dans l'univers. Les chercheurs en exobiologie visant à répondre aux questions les plus fondamentales. Quelles sont les limites de la vie? Pourquoi est-ce qu'il y a ces limites? Et si la vie est développée sur d'autres planètes ou même lunes, comment est-ce qu'on peut la reconnaître? Pour l'instant, la Terre est la seule planète connue héberger des formes de la vie. Vu le fait que pendant notre exploration du système solaire, on n'a pas pu rencontrer des animaux ou d'autres grands aliens, notre recherche est plutôt ciblée sur des micro-organismes. La recherche en exobiologie est effectuée avec 3 approches complémentaires. Le premier, c'est microbiologie terrestre. Pour le faire, on étudie des micro-organismes les plus résistants aux conditions limitantes pour la vie. Ces micro-organismes sont appelés les extrémophiles.
On les étudie avec des approches en microbiologie classique pour comprendre quelles sont les limites de la vie et pourquoi ces limites existent. Les recherches sont effectuées au niveau des cellules et même au niveau moléculaire des composants des cellules comme des lipides, de l'ADN ou même les protéines. Donc là, c'est s'intéresser, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais les microbiologistes, ils ne font pas que regarder voilà, comment la cellule se comporte quand on la nourrit, est-ce qu'elle arrive à se diviser ou pas. C'est pas seulement ça, c'est regarder après, disséquer vraiment finement le métabolisme, c'est-à-dire les réactions chimiques qui se passent en fait dans le micro-organisme et comment ce micro-organisme diffère de celui des organismes dont on a l'habitude pour justement pallier à ces environnements extrêmes. Voilou. Le deuxième approche est pour comprendre la potentiel pour la vie ailleurs. Et pour ça, on doit effectuer des simulations des conditions extraterrestres dans les laboratoires bien terrestres. La plus grande différence entre les conditions sur la Terre et d'autres planètes et Lune est l'absence de certaines radiations. La couche d'ozone, qui est en fait produite par l'oxygène, produit par des micro-organismes qui font de la photosynthèse oxygénique, nous protège contre les rayonnements UVC. Également, la magnétosphère de notre planète nous... Je me pose, pardon, je fais une mini aparté sur... parce que c'est assez amusant, je viens de réaliser un truc. Je vous en parlais, je viens d'avoir une révélation de ouf. Pendant que mes bouts sont en train de se réveiller et de s'étirer. Je vous fais l'explication pendant que... Ah non, je sais pas. Non, elle s'en recouche en fait. En fait, oui, elle dit, c'est intéressant en fait, pour nous sur Terre, on est protégé du rayonnement. Enfin, du rayonnement. Du rayonnement à la fois... j'essaie de bien me mettre. Du rayonnement cosmique qui vient de l'entièreté de l'univers et aussi du rayonnement stellaire. On a une atmosphère qui permet de tanker une bonne partie de ces rayonnements. Et c'est marrant parce que cette atmosphère, alors qu'est-ce qui tanque le rayonnement? C'est l'oxygène, qui joue un grand rôle dans l'absorption justement de ces rayonnements. Et l'oxygène lui-même, il provient de micro-organismes. À la base, s'il y a autant d'oxygène dans l'atmosphère, on le rappelle, c'est parce que il y a une magnifique technologie qui a été inventée par les organismes vivants qui s'appelle la photosynthèse et qui a permis de littéralement remplir l'atmosphère d'oxygène. Et donc c'est marrant comment les organismes vivants qui de base, eux, sont plutôt craintifs par rapport aux UV et aux rayonnements ionisants, parce que les UV font partie des rayonnements ionisants, mais plutôt les organismes vivants ont de base plutôt tendance à se faire exploser par les rayonnements de trop haute énergie, comme les UV. Ces organismes-là, finalement, il y a un moment dans l'histoire de la Terre, ils ont réussi à développer la photosynthèse, donc à produire de l'oxygène, et l'oxygène indirectement, même si c'était probablement pas le but recherché à la base, l'oxygène a fait une sorte de couche protectrice autour de la Terre pour tanker justement les radiations. Et en fait, en absorbant les radiations, l'oxygène se transforme en ozone, et c'est justement cette fameuse couche d'ozone qui va nous protéger encore un peu plus, on va dire, des radiations. Donc, c'est amusant comme finalement une réponse du vivant, enfin c'est une réponse, mais pas une réponse directe pour pouvoir gérer l'environnement, mais en inventant la photosynthèse, le vivant a réussi à se protéger encore davantage, en fait, finalement, d'un environnement qui initialement était quand même beaucoup trop ionisant. Et d'ailleurs, si la photosynthèse n'avait pas été inventée, je pense que les organismes vivants auraient eu beaucoup plus de mal à commencer à coloniser la surface de la Terre plutôt qu'à rester dans l'eau, quoi. Je pense que grâce à l'invention de la photosynthèse, on a pu... et l'accumulation d'oxygène dans l'atmosphère, les organismes, ils ont pu progressivement sortir du milieu aqueux pour vivre dans des environnements un peu plus exposés, un peu plus secs, mais protégés grâce à l'atmosphère. C'est ouf. Et là, le deuxième élément dont elle va parler, c'est le champ magnétique de la Terre. Ça aussi, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais elle refait un rappel.
La magnétosphère de notre planète nous protège contre les rayonnements ionisants, comme les rayonnements X. Ces protections sont absentes sur d'autres planètes comme Mars. Alors, si la vie a développé sur ces planètes, les cellules ont été exposées aux radiations intenses. Pour simuler des conditions, on peut choisir de simuler qu'une certaine longueur d'onde. Par exemple, UVC, avec une lampe spécifique. C'est un type d'UV, les UVC. On peut également simuler une plus grande gamme des longueurs d'onde. Je crois que c'est les UV. Et pour ça, on peut utiliser un simulateur solaire. Un simulateur solaire nous permet d'utiliser les longueurs d'onde en UV, visibles, et même une partie de l'infrarouge. Donc là, elle parle d'une stratégie intéressante qui est, je rappelle, je fais la pause au mauvais moment, simuler en laboratoire un environnement. Donc là, c'est simuler l'environnement ionisant, en fait, l'environnement de radiation intense, qui est propre à ce que pouvait être la Terre primitive avant l'invention de la photosynthèse, ou ce qui peut être propre à l'environnement martien aussi, ou lunaire, parce que ce sont des environnements dans lesquels l'atmosphère est assez pauvre et où le champ magnétique est quasiment inexistant. Donc c'est là l'intérêt de faire ce genre de simulation en laboratoire et de l'appliquer sur des organismes pour voir comment ils se débrouillent, quoi. C'est un peu de la maltraitance, animale, entre guillemets, parce que là on parle pas d'animaux, mais de la maltraitance de micro-organismes. Et voilà. Bon, là l'intérêt c'est pas tant de le faire sur des bactéries communes, mais plutôt sur des extrémophiles pour voir comment, lorsqu'on leur soumet à des rayonnements, eux adaptent leur mécanisme de fonctionnement pour survivre. C'est stimuler un petit peu les outils qui leur permettent de survivre à ce sorte d'environnement, quoi. On peut même combiner un simulateur solaire avec un contrôle de l'atmosphère et même de la température dans le contexte d'un simulateur planétaire. Ah oui, donc là, c'est un autre niveau de représentativité. Sur des planètes comme Mars et d'autres lunes. Donc là, je reparle d'une notion dont je parle assez souvent en exoStream et qui pour moi est assez importante. C'est la notion de représentativité. Et puis d'ailleurs, elle est assez importante dans plein de domaines de la science, hein. C'est pour ça que j'insiste dessus. Mais la représentativité, c'est quelque chose de très important dans à la fois les modèles de simulation qu'on peut faire sur ordinateur quand on essaie de reproduire des conditions qu'on essaye de mieux comprendre, mais également les expériences de laboratoire qu'on fait empiriquement, expérimentalement avec nos petites mains et nos petits objets. Donc la notion de représentativité, elle est très importante parce que il faut en tant que scientifique, on pose le cadre de notre expérience, de notre modèle, et qu'on choisisse une forme de représentativité. Est-ce qu'on choisit d'avoir une représentativité assez faible? Donc, par exemple, pour représenter le soleil, on va juste mettre une lampe qui envoie juste des UV, par exemple, parce qu'on veut juste s'intéresser aux UV, à l'impact des UV. À ce moment-là, on n'est pas obligé de mettre en place un procédé plus compliqué, plus coûteux, plus difficile. On peut se contenter si on veut juste observer l'effet des UV, autant se servir d'une lampe UV. Ou alors, est-ce qu'on cherche à gagner en complexité et en représentativité en faisant ce qu'elle a appelé des modèles planétaires, où on simule non seulement le rayonnement avec toute une gamme de longueurs d'onde différentes, mais en plus, on faut un environnement de type atmosphère, avec une atmosphère contrôlée, dans l'expérience qui peut représenter l'atmosphère de la Terre telle qu'elle était dans le passé, par exemple, ou de la Terre telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, bref, la notion de représentativité, elle est très importante en science parce que elle va définir votre expérience, votre stratégie d'étude, en fait. C'est pas parce que une expérience ou une étude manque de représentativité qu'elle est forcément mauvaise en soi. Une faible représentativité, encore une fois, ça peut être un choix de la part des chercheurs parce que les chercheurs veulent étudier un critère très précis, genre l'impact de tel élément, tel paramètre très précisément. Parce que c'est ça l'avantage d'avoir une représentativité faible, entre guillemets, c'est que tu te mets dans un cas très simplifié de la réalité, certes, mais au moins tu contrôles les paramètres. Alors que si tu cherches la représentativité telle qu'elle est dans le monde véritable de la réalité réelle, le problème de ça, c'est que tu cumules les paramètres. Il n'y a pas que les UV qui vont rentrer en compte, il y aura les rayons X, il y aura en plus la composition de l'atmosphère, et donc
tu complexifies forcément les paramètres qui rentrent en jeu dans ton expérience. Mais tu gagnes en représentation de ce que tu essaies de simuler. Tu t'approches un peu plus de la situation que tu essaies de représenter. Donc voilà, c'est un peu un compromis finalement, la notion de représentativité. Faut pas toujours chercher l'optimisation de la représentativité dans les expériences, quoi. Et c'est pas parce que, voilà, encore une fois, bon, je me répète, hein, mais dans ce cadre-là, on n'est pas obligé, par exemple, de absolument faire une expérience avec tous les paramètres en jeu quand on veut voir comment un organisme résiste aux conditions extrêmes. On n'est pas obligé de le soumettre à l'entièreté des paramètres terrestres, quoi. On peut se contenter déjà de voir comment il réagit aux UV dans un premier temps, et après, éventuellement, petit à petit, de gagner en complexité. La plupart des recherches en exobiologie se fait dans les laboratoires terrestres. Mais pour investiguer l'effet de la combinaison des rayonnements solaires et même de la microgravité, on doit envoyer des échantillons dans l'espace. Voilà, donc là, autre niveau, autre environnement qu'on essaie de simuler. Quand on est sur Terre, c'est bien, c'est facile pour simuler ce qui se passe sur Terre si on reste sur Terre. Mais si on veut simuler les environnements de type microgravité ou même les environnements de type rayonnement cosmique, bah ça reste plus représentatif que... par exemple, si on veut être plus représentatif encore, il faut carrément envoyer l'échantillon, les micro-organismes dans l'espace, quoi. Pour exobiologie en orbite, on focalise sur des combinaisons des conditions qui se trouvent dans l'espace. Alors dans le passé, exobiologie en orbite a été fait par des expositions des échantillons au rayonnement solaire dans l'espace avant de retourner les échantillons aux Terre pour les analyses. Différents types d'équipements ont été utilisés, par exemple Biopan. Biopan, c'est quoi ça ? Biopan ressemble un peu à une machine à gaufres. C'était attaché à la surface d'un satellite appelé Photon. Une fois dans l'espace, Biopan s'ouvre pour exposer les échantillons pendant une quinzaine de jours avant de refermer pour l'atterrissage et collecte des échantillons. Ah oui, d'accord, je comprends mieux l'histoire de la gaufre, là. En fait, le truc qui s'ouvre... Ouais, parce que les machines à gaufres, elles se ressemblent à des valises un peu, c'est ça ? Un truc rond comme ça. Le truc de droite, là. J'ai l'impression que c'est ce qui est à droite, ça s'ouvre. Et en fait, pendant que ça s'ouvre, bah... Je pense que vous avez des mini boîtes de pétri. Ici, là, vous voyez les ronds, c'est des sortes de mini boîtes de pétri qui contenaient, pardon, j'ai fait un mélange entre qui contient et qui contenait. Donc c'est des boîtes de pétri qui avaient à l'époque des colonies en leur sein. Et en fait, ces micro-organismes qui vivaient dans ces petites boîtes, ils étaient exposés littéralement à la lumière du soleil, grâce à l'ouverture de cette machine à gaufres là. Machine à gaufres de l'espace, c'est exactement ça. Et donc voilà, c'est assez simple comme fonctionnement finalement. Vous envoyez à bord d'une sonde ce truc-là. Avec une commande, vous l'obligez à s'ouvrir. Ça se fait rayonner le fion, quoi. Et après, le truc, il revient... ça prend du rayonnement pendant un certain temps. Ensuite, le satellite, il revient éventuellement sur Terre un jour. Vous récoltez le résultat de l'expérience, vous voyez comment ont évolué vos colonies, quoi. Voilà. Gaufre liégeoise ou normale, après, c'est toi, tu décides ce que tu mets dans tes boîtes de pétri. Tu peux personnaliser ta gaufre comme tu veux, quoi. C'est ça qui est ouf. J'aime bien l'image. Était prolongé vers plusieurs mois ou même suite à la construction avant de refermer pour l'atterrissage et collecte des échantillons. Suite à la construction de la Station spatiale internationale, le temps d'exposition des échantillons était prolongé vers plusieurs mois ou même plusieurs années, comme c'était le cadre de l'expérience Expose. Ça, c'est... Expose était placé à l'extérieur de la Station spatiale pendant 1 an et demi. Chacun des échantillons était plus petit d'une pièce d'1 euro. Ces expériences nous ont donné des données sur les effets des rayonnements solaires dans l'espace, sur des spores bactériennes, des bactéries et même les champignons.
Ils ont testé plusieurs La trucs. prochaine génération des Visiblement. expériences en exobiologie en orbite auront pour la première fois la capacité d'effectuer des analyses Salut in Vivi, situ. comment ça va? Elles seront exposées sur une plateforme à l'extérieur du laboratoire européen Columbus de l'ISS. La difficulté de faire des analyses in situ en orbite est de miniaturiser l'instrumentation. C'est un peu comme d'emballer tout un laboratoire de microbiologie dans un carton. On ne peut pas faire toutes les analyses en orbite qui sont possibles dans un laboratoire terrestre. Effectivement, le pouvoir analytique est plutôt limité en orbite. Également, la quantité des échantillons analysés est réduite par rapport avec des simulateurs planétaires positionnés dans les laboratoires terrestres ou même des cultures microbiennes en microbiologie classique. Donc là, en fait, elle expose sur ce sorte de graphique très simplifié les différentes techniques qui existent et avec avantages et inconvénients si vous voulez. En gros, j'ai l'impression qu'en ordonnée, vous avez la taille des échantillons et en abscisse, vous avez la résolution analytique ou plutôt, je pense que la résolution analytique, ça va être, on va dire, les performances. On va résumer ça comme ça. À quel point vous pouvez avoir des informations parce que vous avez des équipements de pointe, quoi. Donc en fait, évidemment, les expériences qui se passent sur l'ISS ne remplacent pas les expériences de culture microbienne que vous pouvez faire sur Terre. Parce que ce que vous pouvez faire sur Terre, vous avez accès à des technologies de pointe, des machines extrêmement performantes, et vous pouvez traiter des grandes quantités aussi d'échantillons, de matériaux. Mais, encore une fois, problème de représentativité, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment voir l'effet du rayonnement solaire sur des colonies de bactéries, le vrai effet, vous n'allez ne pouvoir l'appliquer que si vous êtes dans l'espace, donc que seulement si vous êtes sur l'ISS. D'où le fait qu'ils aient mis in situ ici. In situ, c'est parce que vous êtes directement dans le milieu, on va dire, de l'ISS, donc dans le milieu de l'espace interplanétaire, un espace interplanétaire qui est constamment bombardé des vents solaires, qui sont les particules du Soleil, et le rayonnement, quoi. Voilà, il y a Bébout qui entend les couverts, là, ça l'a fait peur. Ouais, ça l'a réveillé de son sommeil. Voilà, et entre les deux, entre l'ISS et les cultures de laboratoire, vous avez les simulateurs aussi, qui font un peu un entre-deux, qui permettent d'avoir un bon compromis, j'imagine. Parce que mettre des échantillons sur l'ISS, bon, vous avez compris que non seulement il y avait des limitations en termes de performance et en taille d'échantillon, mais en plus, je vous dis pas le coût que ça a, l'organisation, la logistique et tout. Pas simple d'envoyer des échantillons dans l'espace, quoi. L'exobiologie en orbite nous permet d'évaluer des combinaisons des conditions et surtout des radiations et de la microgravité qu'on ne peut pas simuler sur Terre. Alors, en résumé, exobiologie en orbite a pour objectif de compléter les études effectuées au sein des laboratoires terrestres et d'étudier des combinaisons des conditions qu'on n'est pas capable à simuler sur Terre. Expérimentation en orbite est la cerise sur le gâteau de l'exobiologie pour nous aider à répondre aux questions les plus fondamentales sur les limitations de la vie et la potentiel pour la vie ailleurs. Oui, let's go, merci beaucoup. Merci à Adrienne Quiche, voilà, je me souvenais plus de son prénom, je savais que c'était Quiche, mais Adrienne Quiche, qui n'est pas une quiche, bien sûr, allez, voilà, la blague est faite. Très cool cette introduction aux expériences en orbite. Donc ce qui était très très large, hein, très très vaste, mais c'est parce qu'on ne demande pas plus compliqué pour des vidéos de vulgarisation adressées au grand public. Donc vous voyez comme typiquement, des fois dans cette série de vidéos, on peut avoir certains conférenciers qui rentrent dans le détail et qui donnent pas mal d'éléments assez complexes et qui peut des fois nous perdre, hein, honnêtement. Des fois on avait le cerveau qui commençait à exploser, et d'autres cas où c'est quand même très fluide et globalement très compréhensible, comme l'intervention de Adrienne Quiche à l'instant. Donc c'est vraiment chouette. Donc voilà, pour refaire une petite conclusion par-dessus ce qu'elle a déjà dit, en fait je vais reprendre sa slide parce qu'elle est très très bien.
Elle explique que finalement, il y a un peu 3 manières au niveau de l'étude des organismes, micro-organismes terriens. 3 approches un petit peu différentes quand on s'intéresse à ces organismes-là dans un cadre d'exobiologie. C'est soit de les étudier dans leurs environnements extrêmes, enfin d'aller à la pêche aux organismes dans leurs environnements extrêmes et essayer de les étudier là-bas, soit étudier, enfin simuler en laboratoire un environnement extrême, en fait, à l'aide de machines, d'expériences dans lesquelles on va mettre en place tout un tas d'appareillages qui vont représenter des conditions physico-chimiques différentes selon ce qu'on veut simuler. Et enfin, la dernière, qui est un peu comme la simulation en laboratoire, mais qui pousse à un niveau de représentativité encore plus, un cran encore plus loin, c'est les expériences en orbite, qui font pas partie des expériences majoritaires. Évidemment, vous l'aurez compris, vu le coût que c'est d'envoyer des échantillons dans l'espace, bah, c'est réservé que à certains projets très particuliers, mais qui est pas une approche, qui n'est pas à négliger non plus, puisque c'est en orbite, encore une fois, comme elle le disait, qu'on a les conditions les plus représentatives en termes de microgravité et d'exposition au rayonnement. Donc voilà, c'est avec ces 3 approches-là, on peut répondre à des questions assez différentes et avoir une bonne idée du comportement du vivant. Et c'est souvent comme ça que la science se passe, hein, si je peux permettre d'élargir encore une fois l'analyse, c'est que pour traiter d'une même question, d'un même sujet qui là, ici, sont la diversité, on va dire, et les limites du vivant, bah, on va essayer de cumuler différentes approches pour essayer de tacler le problème sous différents angles et voir comment, grâce à ces différentes méthodologies, bah, on peut recouper ou pas les résultats obtenus. Et c'est ça, du coup, qui rend très chouette aussi la recherche dans ce domaine-là, c'est la pluridisciplinarité, le fait que toutes ces approches soient très à la fois différentes et en même temps évidemment complémentaires. Donc c'est ça qui est vraiment chouette et que je trouve moi fascinant en exobio.